Et on en parle avec André Cicolella. Bonjour, Bonjour. merci d'être avec nous. Vous êtes président du réseau Environnement Santé, conseiller scientifique à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques. Alors, d'où viennent ces informations de risques cancérigènes et sont-elles fiables? C'est la question qu'on se pose ce midi. Sur la qualification, il faudra regarder plus en détail le dossier, mais si l'État de Californie a pris cette décision, il faut bien comprendre qu'aux États-Unis, chaque État a une compétence. Et l'État de Californie est l'État qui sert de référence. C'est généralement lui qui annonce les décisions qui vont être après prises au niveau de l'État fédéral. Donc, la classification en Californie, on classe une substance cancérogène. On ne fait pas de distinction niveau 1, niveau 2, niveau 3, comme ça se fait au niveau de l'Union européenne. Et c'est tout à fait pertinent, parce que l'Union européenne classe en fonction d'un degré de preuve. Et donc après, on a tendance à considérer que c'est moins important, alors qu'il faut s'en occuper dès le départ, dès le moment où on commence à avoir des éléments, et c'est ce que l'on a aujourd'hui. Alors ce colorant, je l'ai lu, serait issu de l'ammoniac et du sulfite, et pourtant à l'instant, Coca-Cola vient de faire un communiqué, il dit que c'est un élément parfaitement sûr qui est approuvé par toutes les agences de sécurité alimentaire européennes. Oui, alors j'ai l'habitude de répondre quand on me fait cette objection. Toutes les agences à un moment étaient d'accord pour dire que l'amiante ne posait pas de problème. Voyez, donc la fiabilité des agences, qui est un véritable problème en soi. Sur un autre dossier qui est celui du bisphénol, vous avez vu, toutes les agences étaient d'accord jusqu'à ce que l'agence française change sa façon de voir le problème. Et on est dans cette situation-là. On a à regarder la question du risque cancérigène de façon différente. C'est-à-dire que cette notion de seuil sur laquelle on s'appuie ne prend pas en considération le fait que nous sommes exposés à une multitude de substances. Et ça, les données expérimentales ne nous donnent pas la réponse. Mais ce colorant-là, c'est bien ça, c'est issu de l'ammoniac et du sulfite. Oui, c'est une réaction de transformation, effectivement, oui. Mais ce que dit Coca, on ne va pas enlever ce colorant, on va réduire la dose dans les boissons gazeuses. Vous, l'expert, vous pensez quand même que ça reste dangereux ou pas? Il y a toujours, dans la mesure où la substance est caractérisée comme cancérogène, c'est un danger. Donc le danger est quand même là. Après, c'est la notion de risque. Oui. Mais le risque, on ne peut pas bien l'évaluer puisqu'on n'a pas une vision d'ensemble sur ce que font toutes ces substances lorsqu'elles sont mises ensemble. Vous voyez ? Et c'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. C'est la notion effectivement de trace aussi. Mais qu'est-ce que ça veut dire une trace quand vous savez que l'ensemble de ces traces mises ensemble peut avoir un impact? Soyons clairs, Coca-Cola n'agit pas là par civisme. Ce dont ils ont peur, c'est de voir un avertissement sur leur canette. Ça serait pas très joli. Oui, bien sûr, je pense qu'on comprend très bien. Mais le problème de fond, c'est que c'est une boisson qui utilise aussi d'autres substances chimiques, comme les édulcorants. Et là, on a des données qui montrent effectivement que ça induit une prématurité. Est-ce que c'est pas le premier signal d'alarme que vous tirez sur le Coca-Cola? Tout à fait. Enfin, Coca-Cola, c'est pas... Voilà, globalement. Les sodas. Les sodas utilisant des boissons gazeuses utilisant des édulcorants induisent chez la femme enceinte des naissances prématurées, un taux de naissance prématurée. À partir d'une consommation par jour, c'est 27% de plus. À partir de 4 consommations par jour, c'est 78%. Or, nous avons des données récentes qui montrent que la prématurité tardive a des conséquences importantes sur la santé de l'enfant. C'est-à-dire qu'on a considéré pendant très longtemps les prématurés à moins de 32 semaines d'aménorrhée, et puis après, on considérait que c'était normal. Mais non, on sait aujourd'hui que même 15 jours avant la naissance, ça va impacter la santé de l'enfant dans l'immédiat, mais aussi sur le long terme. Par exemple, le taux d'asthme est plus important chez l'enfant, même né 15 jours avant. On dit souvent que boire du coca, c'est bien quand on a mal au ventre, ça soigne un petit peu. Qu'est-ce que vous nous dites? Est-ce que oui ou non, ça peut améliorer la santé? Je ne me prononcerai pas sur cette question-là. Moi, ce que je regarde, c'est effectivement les données scientifiques qui montrent effectivement que ce type de boisson, aujourd'hui, induit des effets, et les naissances prématurées sont un effet extrêmement important du point de vue santé publique, ce qui a été négligé pendant très longtemps. Aujourd'hui, on sait suffisamment de choses pour être très, très prudent. Et donc, quand on vous dit, sur la base d'une étude qui a été menée sur 60 000 femmes enceintes danoises, que ça a un effet avec une relation dose-effet importante, linéaire. Donc là, il faut en tirer les conséquences. On parle d'une des boissons les plus consommées au monde. Est-ce que vous pensez que ce type d'avertissement peut avoir réellement des impacts sur la consommation? Alors ça, je ne me prononcerai pas, je n'ai pas de compétences pour le dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas considérer effectivement cette consommation comme parfaitement anodine, ce qui pose problème. Là, on parle du Coca-Cola, mais est-ce que d'autres boissons utiliseraient les mêmes ingrédients? Est-ce que, par exemple, les bières seraient concernées? Là, je n'ai pas d'éléments pour vous répondre. On ne sait pas, parce que c'est une recette qui reste secrète, cette boisson du Coca-Cola. C'est un autre problème. C'est vraiment... Voilà, on sait pas ce qu'il y a c'est un dedans. autre problème, c'est-à-dire qu'on doit avoir une transparence. C'est contraire, cette espèce de niche presque sanitaire, quoi, hein. Il faut avoir une transparence sur la composition. C'est une boisson qui est artificielle en plus. Donc on regarde précisément la pollution de l'eau, par exemple.
on surveille précisément l'eau du robinet que vous avez, elle a été surveillée. On a des concentrations qu'on connaît, puis on fixe. Parfois, vous avez des alertes en disant « je vais arrêter de consommer l'eau du robinet parce que vous avez un taux de perchloréthylène qui a dépassé la norme, par exemple. » Donc on sait, ça c'est connu. Mais quand il s'agit effectivement d'une boisson de ce type, là, mystère. Donc là, il y a un véritable problème de transparence, et la sécurité sanitaire aujourd'hui exige qu'on ait cette connaissance. Une sécurité sanitaire qui est en retard en Europe une fois de plus? Oui, tout à fait. Vous voyez bien, les scandales se succèdent. Pourquoi? C'est parce qu'on a un dispositif qui n'est pas, qui fonctionne avec une grille des lectures qui n'est plus adaptée aujourd'hui aux connaissances que l'on a. Et donc, avec en plus un problème de conflit d'intérêts permanent dont on commence à sortir. Enfin, on peut citer le Mediator, mais on peut citer le bisphénol, l'aspartame, c'est pareil. On a repensé la sécurité sanitaire parce que vous voyez que ces questions-là ne sont pas mineures. Je fais référence aux naissances prématurées, ça concerne beaucoup d'enfants. Et quand vous voyez l'impact que cela peut avoir sur le long terme, il faut s'en soucier. Donc, et aujourd'hui, notre système est beaucoup trop lent à réagir. Il a tendance à attendre vraiment que la preuve soit sûre. Et on n'est jamais sûr de la preuve en plus. Voyez, il faut agir à partir du moment où on a des éléments de connaissance. Et quand on les a, la décision n'est pas prise. Donc on a une vraie réforme de la sécurité sanitaire à faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, André Cicolella, président du réseau Environnement Santé. Pas sûr qu'on soit vraiment rassuré en buvant du Coca-Cola maintenant.